Bonjour, mon petit. Tu viens seulement de rentrer? C'est bien tard. Tu sais que je n'aime pas te voir seule sur la route à la nuit tombée. Je sais, grand-mère. Mais j'étais avec Georges. Nous devions nous voir ce soir, mais il doit travailler à l'étude après le dîner. Alors nous sommes restés un peu plus longtemps ensemble. Tu étais avec ton fiancé. Je croyais à l'ouvroir avec ta chère maman. Oh, vous savez, grand-mère, l'ouvroir. Eh bien quoi, l'ouvroir? Je vois pas ce qu'il y a de déshonorant à y aller de temps en temps. Lorsque je vais à ton âge, j'y accompagnais ma mère 2 fois par semaine. Les mardis et vendredis, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous y allions. Je ne dis pas que c'est déshonorant, grand-mère. Mais cette collection de vieilles dames... Eh ben, voilà une réflexion qui ne plairait certainement pas à ta chère maman. C'est pas pour elle que je dis ça. Vieille dame, c'est une façon de parler. Mais enfin, avouez, grand-mère, que c'est pas folichon. Oh, folichon, bah, quand tu, mon petit clon, ne fasses que des choses folichonnes, comme tu dis, dans l'existence, tu as envie de t'amuser, de voir ton fiancé à ton âge, c'est normal. Mais n'oublie pas que nous avons tous un devoir de charité à remplir. Tu dois penser à aider ton prochain, comme le fait ta chère maman, en allant en ce fameux ouvroir qui te déplaît tant, comme je l'ai fait moi-même toute ma vie. Oui, grand-mère. Peux-tu lutter? Il est un peu tard, mais il en reste probablement. Demande à la femme de chambre de t'en apporter. Non. Non, merci, grand-mère, je n'y tiens pas. Papa est là. Non, il est appelé par un malade. Un malade? Oui, enfin, si on peut dire. Le docteur de Fougeray est allé soigner le fermier de Saint-Hilaire. N'oubliez pas le devoir de charité, grand-mère. Un médecin doit accepter de soigner n'importe quel malade. Si le fermier de Saint-Hilaire l'a demandé, il était normal qu'il y aille. Je suppose surtout que ton père ne doit pas faire la fine bouche. Il doit être heureux que ses clients se souviennent de temps à autre qu'il est docteur en médecine. Pourquoi êtes-vous si dur lorsque vous parlez de papa, grand-mère? C'est votre fils. Raisonne plus, mon petit. Ton père est un de Fougeray. Il devrait s'en souvenir plus souvent qu'il ne le fait. L'honneur de notre famille... Papa ne porte pas atteinte à l'honneur de la famille. Il a ses défauts, naturellement, mais qui n'en a pas? Tous ces malades se répandent en louanges à son égard. Tous ces malades. Oui, tous ces malades. Papa soigne les fermiers, les paysans, ceux qui n'ont pas les moyens de s'adresser au docteur Nollet, parce qu'ils savent que papa ira les soigner au milieu de la nuit s'il le faut, qu'il ne les fera pas payer s'ils ne peuvent pas payer. Il ne se contente pas de soigner les dames à bijoux ou les notables comme le fait le docteur Nollet. Micheline, je t'interdis de me parler sur ce ton. Oui, excusez-moi, grand-mère. Je me suis laissée emporter. M'en suis aperçu. Je vous demande pardon, grand-mère. Mais rien, mon petit. Tu aimes ton père, tu le défends, c'est normal. C'est même très bien ainsi. Alors, raconte-moi plutôt, qu'as-tu fait aujourd'hui? Pas grand-chose de passionnant. Après le déjeuner, j'ai lu un moment. Puis j'ai écrit quelques lettres. Oh, vous souvenez-vous de mon amie Gilberte? Celle qui est venue passer quelques jours à Pâques l'an passé. Mais naturellement. Pourquoi aurais-je oublié ce qui s'est passé il y a à peine 1 an? Eh bien, j'ai reçu un petit mot d'elle la semaine dernière. Elle vient de se marier et elle me raconte son voyage de noces. Je lui ai répondu et j'en ai profité pour lui parler de nos projets, à Georges et à moi. Quel projet? Pour notre voyage de noces, le nôtre. Georges pense que nous irons à Venise. C'est démodé, bien sûr, mais ses parents y ont passé leur lune de miel et ils en ont gardé un tel souvenir que Georges souhaite que nous y allions aussi. Georges est un garçon raisonnable. Venise, au mois de juin, c'est bien agréable. À propos, comment va son père, maître Candé? Oh, son lumbago le fait encore souffrir. Mais il reviendra à l'étude demain. Bon, vous le connaissez. Du moment qu'il n'est pas derrière son bureau, il a l'impression que tout va mal. Non, il a confiance en Georges, bien entendu, mais il préfère surveiller lui-même ce qui se passe. Cela prouve sa conscience professionnelle. Tout le canton connaît maître Candé, et c'est tant mieux. Je souhaite que Georges, lorsqu'il prendra sa succession, soit à la hauteur de sa tâche. Il est vrai que la petite Madame Candé saura le soutenir. Merci, grand-mère. C'est gentil ce que vous dites là. Eh, tu es ma seule petite fille, tu sais, Micheline. Ma seule descendante, alors. Faut pas me décevoir. Vous pouvez avoir confiance en moi, grand-mère. À propos, il est venu, ce Jean Dupont? Qui cela? Jean Dupont, un étranger qui était arrivé après le déjeuner au Cheval Rouge. Il avait l'intention de venir nous voir. Comment sais-tu cela? Fumel, le patron du Cheval Rouge, m'en a parlé. J'avais rendez-vous chez lui avec Georges. Comment? Ton fiancé te donne rendez-vous au café? Mais ce n'est pas un café, grand-mère. C'est un hôtel. Oh. C'est même le seul hôtel de la ville. Peu importe, mais qui est ce Jean Dupont? Je sais pas, je l'ai pas vu. Fumel m'a seulement dit qu'il était arrivé au début de l'après-midi, qu'il avait pris une chambre pour quelques jours et qu'il avait posé des questions sur la famille. Des questions? Quelles questions? Il a demandé si c'était toujours les 2 Fougeray qui habitaient le château. Le château? Il connaissait donc le nom de la propriété? Apparemment, oui. Et il a aussi demandé lesquels d'entre nous étaient encore là et si personne n'avait quitté le pays. Il paraît que c'est un très vieux monsieur, pas du tout le genre des touristes qui descendent habituellement au Cheval Rouge. Fumel était tout surpris. Qui est curieux. Et ce nom? Vous le connaissez, grand-mère? Je ne connais pas de Jean Dupont, mais je suppose que n'importe qui peut se faire appeler ainsi.
Vous croyez que ce n'est pas son vrai nom? Je ne crois rien du tout, Monty. Si ce monsieur désire venir ici, qu'il vienne. Sinon, sinon tant pis. C'est drôle, ça. J'avais pas fait attention sur le moment, mais vous avez raison. Jean Dupont, c'est un nom bizarre. Mais non, pas du tout. T'occupe pas de ce monsieur, Micheline. Nous verrons bien. Tiens, voilà quelqu'un qui rentre. Ton père ou ta mère? À moins qu'ils n'arrivent tous les deux. Il va bientôt être l'heure de dîner. Bonsoir, mère. Bonsoir, Micheline. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma bru. Madame Candet m'a chargée de vous transmettre ces... Merci, merci, ma fille. Elle vous fait dire qu'elle viendra vous voir demain dans l'après-midi. Très bien. Adolphe n'est pas là? Non. On l'a appelé à la ferme de Saint-Hilaire. Tu savais que quelqu'un y était malade? Non, je l'ignorais. Je vous informe, ma fille, que nos amis Espalion viendront dimanche prochain. Ils ont téléphoné tout à l'heure. Je les ai invités. Bien, mère. Je donnerai les ordres à la cuisine. Inutile. C'est déjà fait. Je ne voulais pas que vous risquiez de l'oublier. Je n'ai pas l'habitude d'oublier. J'ai néanmoins préféré le faire moi-même. Je me souviens de la façon dont ils ont été reçus à leur dernière visite. Il y a 3 ans de cela. Peut-être. Mais ils n'ont certainement pas encore oublié ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont arrivés, rien n'était prêt. Naturellement. Vous aviez demandé à Adolphe de s'en occuper. Si vous comptez sur votre fils pour ce genre de choses. Ou pour n'importe quoi, d'ailleurs. Connaissez-vous quelqu'un qui se fait appeler Jean Dupont? Comment? Jean Dupont. C'est un vieux bonhomme qui est arrivé tout à l'heure au Cheval Rouge. Et ce qui est bizarre, c'est... Laisse donc, Micheline. Puisque ta mère ne le connaît pas. Je me demande à quelle heure Adolphe va rentrer. Où peut-il donc être allé? Mais vous l'avez dit vous-même, grand-mère. À la ferme de Saint-Hilaire. À la ferme de Saint-Hilaire. C'est par là qu'il a commencé. Mais après... Je vous en prie. C'est quand même drôle qu'il soit pas venu. Qui est cela? Jean Dupont? Mais en fait, qui est ce fameux Jean Dupont? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Puisque vous ne le connaissez pas. C'est probablement un vieil ami de la famille, dont j'aurais oublié le nom. Ah, parce que vous ne le connaissez pas non plus. Le cercle de vos relations est aussi limité à ce qu'il semble. Mes relations sont ce qu'elles sont. Et je vous prie de ne pas vous en mêler. Tenez-vous-en aux vôtres. Si vous en avez, naturellement. Les miennes? Dans ce pays perdu? Madame Candet, la femme du maire, Madame Nollet. Et encore, celle-là, elle m'évite. La femme du docteur Nollet ne faillit pas avec celle du docteur de Fougeray. Micheline, monte dans ta chambre, je t'en prie. Mais grand-mère, enfin, je... Monte dans ta chambre, je t'en prie. Bien, grand-mère. Eh bien, ma bru, je vous écoute. Mais... Ah non, 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 je vous en prie. Je vous connais. C'est herbuté. Ces phrases que vous commencez que vous ne terminez pas. Ces mots malheureux. Ces allusions au vice de votre mari, tout cela devant Micheline, non. Mère, croyez-vous vraiment que Micheline ignore que son père est un ivrogne? Je vous prie de modérer vos expressions. Vous avez bien parlé de vice. Les mots ont-ils le même sens pour nous deux? J'en doute quelquefois. J'en doute aussi. Mais je tiens néanmoins à ce que vous surveillez votre façon de vous exprimer. Que vous évitiez les éclats. En ai-je souvent causé? Cela s'est produit. Et votre attitude, depuis un moment, me surprend, me déplaît. Serait-ce Jean Dupont qui vous inquiéterait? Que voulez-vous dire? En quoi cet inconnu me concerne-t-il? Un homme que l'on ne connaît pas, qui s'intéresse à nous, qui pose à notre sujet des questions dans le pays. Un homme qui dit s'appeler Jean Dupont. Vous ne le connaissez pas? Jean Dupont? Jean Dupont, cela ne signifie rien. N'importe qui peut user d'un tel nom s'il ne veut pas dire qui il est. Je ne vois pas. Vous en êtes certaine. Certaine? Un inconnu qui surgit du néant, ça ne vous dit rien? Où voulez-vous en venir, mère? Nulle part. Rassurez-vous.
Je trouve seulement que ce nom sonne curieusement. Il a quelque chose de faux, d'artificiel, d'irréel. C'est le nom que choisirait un homme qui ne voudrait pas dire le sien, qui en même temps désirerait que chacun sache qu'il ne se nomme pas ainsi. Un homme qui voudrait faire renaître un passé. Le passé est mort. Ah, Le passé est mort. Oui, il est bien mort. Il est étouffé sous des années d'oubli, des années d'ennui, des années de vide. est-ce une façon d'insinuer que vous ne menez pas ici la vie que vous auriez choisie? Si vous en aviez eu le choix, évidemment. La vie que j'aurais choisie? Croyez-vous seulement que je me souvienne de ce que je désirais, de ce que je souhaitais à l'âge où les jeunes filles souhaitent, désirent quelque chose? J'ai oublié. Ah oui. J'ai oublié ce que c'est que de rêver, que d'espérer. J'ai oublié que l'on peut être une femme heureuse, souriante, enjouée. Ah, j'ai oublié. Oublié. Vous avez aussi oublié dans quelles circonstances vous vous êtes mariée, ma fille. Je crois que notre famille a fait preuve à votre égard d'assez de générosité pour que vous m'épargniez ce genre de scène. Ah non, non, je n'ai pas oublié cela. Vous vous êtes assez souvent chargé de me le rappeler, votre fils et vous. La famille de Fougeray a accepté de me recevoir dans son sein. Malgré mon... Mais... Oh, vous voulez que je parle? Eh bien, soit, je parlerai. Madame de Fougeray. Quelle dérision. Pour vous, c'est le summum de ce qui existe de plus beau au monde. Un véritable culte. Être une de Fougeray, la digne descendante de la glorieuse lignée. Il n'y a rien d'assez beau à vos yeux, rien d'assez grand, rien d'assez digne pour une de Fougeray. Mais regardez, ouvrez les yeux. Je suis une de Fougeray. Je suis Madame de Fougeray. Je suis la femme du docteur de Fougeray. Que suis-je? Riez, mère, riez. C'est drôle, c'est ridicule. Ah oui. Vous vous trompez, ma fille. Vous n'êtes pas une de Fougeray. Ah, si, je suis Madame de Fougeray. Il suffit de me regarder. Jamais fardé, les cheveux gris, toujours cloîtrés dans cette horrible maison que vous appelez le château, comme par dérision. On me dit « Bonjour, Madame de Fougeray » lorsque je passe dans la rue. Mais je n'en tire aucune fierté, non? Je baisse la tête, je marche vite. Car si je me retournais, si j'écoutais les chuchotements sur mon passage, je sais ce que j'entendrais. Vous devriez avoir honte. Si je me retournais, si j'écoutais les chuchotements sur mon passage, j'entendrais les gens dire « Vous savez, c'est cette pauvre idiote qui vit là-haut, entre un ivrogne et une vieille illuminée. » Alors je passe vite, les épaules courbées, et je me console en me répétant « Je suis Madame de Fougeray, je suis Madame de Fougeray, je suis Madame de Fougeray. » C'est tout. Avez-vous craché tout votre venin? Vous mériteriez d'être chassé de cette demeure à tout jamais. Je ne le fais pas. Et ne le ferai pas pour une raison que vous ne comprendrez sans doute jamais, mais qui m'est chère. Vous n'êtes pas une de Fougeray, non. Mais vous portez le nom de notre famille. Il est gravé en vous, et rien ne l'effacera jamais. Vous allez être surprise. Paul, mais écoutez-moi. Écoutez bien ceci. Je vous aime. Oui, je vous aime. Vous êtes la mère de ma petite fille. Vous êtes la mère de Micheline. Et cela, à mes yeux, excuse tout. Absout tout. Quoi qu'il advienne, notre famille existe. Existera toujours. Micheline est là pour en assurer la pérennité. Elle épousera Georges Candé et leurs enfants seront des de Fougeray. Pas des Candé, non, des de Fougeray. Je suis une vieille femme. Je ne vivrai sans doute plus longtemps. Mais j'ai le sentiment d'avoir fait en ce monde ce qui était mon devoir. Votre mari est ce qu'il est, mais ça ne compte pas. Je suis vieille et méchante, paraît-il. C'est possible. Je m'y suis peut-être mal prise. Je n'ai peut-être pas élevé Adolphe comme il aurait fallu si j'avais voulu en faire un enfant heureux, un médecin mondain. Mais le résultat est là.
À 100 kilomètres à la ronde, on écoute ma voix. Si j'invite à dîner, c'est un honneur. Si je visite des pauvres, ils sont confondus d'orgueil. Si je m'arrête dans une auberge, en chemin, il n'est rien que l'on ne fasse pour me satisfaire. Alors, ma fille, que m'importe vos élans de révolte, vos regrets, vos apitoiements, c'est grâce à vous, par vous, que les de Fougeray survivront. Alors, je vous pardonne. Vous êtes très forte. Vous me pardonnez. Vous m'aimez. Pourquoi ne dites-vous pas aussi que vous me comprenez? Vous essayez une fois encore de m'entourer de votre gang, de m'absorber, de me détruire un peu plus. Vous m'aimez. Je ne vous aime pas. Je vous hais. Vous me pardonnez? Je ne vous pardonne rien. Je vous en veux, mortellement. Vous avez fait de moi une femme aigrie, méchante, malheureuse. Alors je vous en prie, épargnez-moi vos bons sentiments. Nous ne nous comprendrons jamais. Jamais. C'est bien, ma fille. Puisque vous voulez qu'il en soit ainsi, il est inutile de poursuivre cette conversation. Mais que fait Adolphe? Il sera bientôt l'heure de passer à table. Peut-être a-t-il rencontré ce fameux Jean Dupont? Ah, vous en reparlez. Vous avez peur de cet inconnu, je le savais bien. Pourquoi en aurais-je peur? Quel mal peut-il me faire? Comment, c'est vous qui demandez cela? C'est vous qui posez cette question? Et si le passé n'était pas mort, Paul? S'il était sur le point de ressurgir au travers de ce Jean Dupont? C'est impossible. Votre méchanceté vous pousse à m'en parler, mais vous savez bien que c'est impossible. Ah? Et quand bien même cela serait, qui en souffrirait le plus? Moi ou les de Fougeray? Bonsoir. Te voilà enfin. Où étais-tu? Vous savez, maman, on m'a appelé au chevet d'un malade. À la ferme de Saint-Hilaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure en partant d'ici. Tu es rentré directement? Oui. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je te pose cette question, il suffit de te regarder. L'œil trouble, la démarche hésitante. Et alors? Cela me déplaît, Adolphe. Excusez-moi, maman. Comment va ton malade? Pas bien, je suis inquiet. C'est le petit Grégoire, il a une grosse fièvre depuis quelques jours. Ses parents ne se décidaient pas à le faire soigner. Ils ont attendu aujourd'hui pour m'appeler. Qu'a-t-il exactement? Mais je sais pas. Ça ressemble à... Enfin, je suis pas sûr. Tu n'es pas sûr? Mais alors comment fais-tu pour le soigner? Mais je ne le soigne pas. Explique-toi, Adolphe. Je leur ai conseillé d'appeler le docteur Nollet. Comment? Tu as appelé le docteur Nollet en consultation? Chez ces gens? Mais il ne s'agit pas exactement d'une consultation. Nollet me semble plus compétent que moi dans ce genre de cas. Je leur ai conseillé de faire appel à lui. Adolphe, tu t'es enfui comme un lapin. Quoi? Mon fils, le docteur de Fougeray, la risée du canton. Regarde dans un miroir, mon pauvre fils. Regarde ce que tu es devenu. Un vieillard, un bon à rien. Un médecin dont la clientèle s'amenuise un peu tous les ans. Un médecin dont on hésite à accepter les soins. Et quand un paysan, un de tes vieux clients, fait appel à toi pour soigner la fièvre de son fils, que fais-tu? Tu n'oses pas prendre tes responsabilités. Ta confiance en toi est si grande que tu préfères demander à un autre médecin de soigner ton malade. Vous exagérez, maman. Je n'ai pas voulu formuler le diagnostic dans le cas du petit Grégoire, car je craignais qu'il ne s'agisse de... Arrête! Tu viens de le dire toi-même, tu craignais. Tu crains ta mère, tu crains ta femme, tu crains ta fille, tu crains tes malades. Tu dois craindre même ton ombre. Oui, maman. Mais avant de quitter la ferme Saint-Hilaire, je suis bien certaine que tu t'es fait offrir la goutte. Et en rentrant, tu t'es arrêté en chemin. Sans ça, tu serais rentré plus tôt. Mais c'est une véritable inquisition. On se dire que ce n'est pas vrai. C'est un fait que je me suis arrêté quelques minutes au Cheval Rouge. J'avais un mot à dire. Mon pauvre fils, tu en es là. T'as arrêté à l'auberge et au Cheval Rouge, de surcroît, pour que cet inconnu te voie. Quel inconnu? Je ne sais pas. Icheline prétend qu'un homme s'est installé au Cheval Rouge. Je ne vois pas. Il paraît qu'il s'est renseigné sur nous, qu'il a posé des questions à droite et à gauche. Comment se nomme-t-il? Jean Dupont. Oui, Jean Dupont. Ah, curieux nom, ça. Mais qui est-il? Que nous veut-il? Si je le savais, Adolphe, je ne te poserais pas la question. J'ai envie de téléphoner au Cheval Rouge. Pourquoi faire? Pour demander à Fumel ce qu'il sait exactement de cet individu. Tu veux attirer encore un peu plus son attention.
que cette espèce de cabaretier à s'imaginer que nous avons peur de l'inconnu, pour qu'il raconte dans toute la ville que nous avons quelque chose à cacher, que nous nous inquiétons parce qu'un homme que personne ne connaît demande si nous habitons toujours ici. Ah, tu seras décidément toujours le même. Si ce monsieur Jean Dupont a quelque chose à nous dire, qu'il vienne. Les de Fougeray ont toujours été hospitaliers, je le recevrai. D'ailleurs, rien ne prouve qu'il ait l'intention de venir. Peut-être n'est-ce qu'un touriste de passage qui pose des questions sur les habitants de la région. Un touriste de passage. Tu as souvent vu des touristes par ici. Peut-être un représentant, alors. Qu'est-ce qu'un représentant viendrait faire ici? Je sais pas, moi, essayer de nous vendre quelque chose. Quoi? Un représentant en vin, par exemple. Enfin, qui peut-il être? Adolphe, Oui, maman? le temps que tu emploies pour parler de cet homme, tu as peur de cet inconnu, Adolphe. Oh, je vous en prie, maman, il y a bien longtemps que je n'ai plus peur des inconnus, bien longtemps. Toi aussi. Ton passé est mort depuis belle lurette. Mort. Tu as le sens du mot juste, Paul. Je te remercie de cette délicate allusion. Il est certain que l'on ne peut en dire autant du tien. Dois-je aussi te remercier de la délicatesse de tes allusions? Ne te donne pas cette peine, c'était un plaisir. Adolphe, je t'interdis de parler à ta femme sur ce ton. Tu es sous mon toit, ne l'oublie pas. Si vous permettez, maman, je vais dans ma chambre en attendant qu'il soit l'heure de dîner. Que vas-tu y faire? Je vais dans ma chambre, maman. Essaye au moins d'être présentable aux yeux de ta fille lorsque nous passons à table. Toute réflexion faite, je crois qu'il est préférable de demeurer ici dans le salon. Comme ça, le conseil des femmes de la famille sera mieux à même de surveiller mes actes. À ton aise. Alors, Paul, puisque tu étais allé voir aujourd'hui, raconte-nous donc les derniers ragots qui courent en ville. Ça meublera la conversation. Voilà qui est nouveau. En quoi les ragots t'intéressent-ils soudainement? Ah, à vrai dire, ils me passionnent médiocrement, mais je suppose que maman les entendra avec une joie friande. Moi? Que veux-tu dire? Rien de plus que ce que signifient mes mots. Maintenant que vous n'êtes plus en âge de faire votre tournée d'inspection quotidienne en ville, j'imagine que vous souffrez de cet éloignement. Nos concitoyens ne dépendent plus de vous pour vivre. Adolphe, j'exige des excuses. Pourquoi non, maman? Mais enfin, Adolphe, c'est de l'inconscience. Comment oses-tu t'adresser ainsi à ta mère? Merci, ma fille. Mais je ne pense pas qu'il était nécessaire d'expliquer sa propre grossièreté à mon fils. J'attends, Adolphe. Pardonnez-moi, maman. Sans doute est-ce ce fameux Jean Dupont qui a quelque peu tendu les esprits dans la maison. Non, encore? Tu prétends toujours ne pas avoir peur de cet homme, Adolphe? Enfin, pourquoi aurais-je peur? C'est ridicule. Si monsieur Jean Dupont doit troubler la conscience de quelqu'un ici, je ne sais pas pourquoi je serais le seul en cause. L'homme qui est mon beau-père est peut-être toujours vivant. Mère, permettez-moi de m'en tirer. C'est moi qui ai peur. Allez, ma fille. Tu aimes faire le vide autour de toi, Adolphe, hein? C'est amusant de voir vos craintes à tous deux. Moi qui n'ai rien à cacher. L'enquête à laquelle peut se livrer ce monsieur m'indiffère. D'ailleurs, à mon âge... À votre âge, maman? Pourtant, les personnes de votre âge sont généralement à l'affût des ragots et des racontards. Il est vrai que vous êtes au-dessus de ces basses humaines. Adolphe, je préfère te laisser seul un moment. Peut-être retrouveras-tu ton état normal et reviendras-tu à une plus juste conception du ton qu'un fils doit employer à l'égard de sa mère. Ah, quand même. C'est bizarre, ce Jean Dupont. Si c'était un parent du type. Un prétendant damné? Oh non. Oh, c'est pas possible. Pourtant, son père m'avait écrit tout de suite après. Et puis rien n'est venu, personne ne s'est manifesté, jamais. Alors maintenant,
30 ans plus tard. Non, j'y crois pas. Papa, tu es rentré? Ah, tu le vois? Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, papa. Tu es seule? Oui, ta mère et ta grand-mère sont allées se préparer. Il sera bientôt l'heure de passer à table. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis descendue. Grand-mère est de meilleure humeur? Allons, ma chérie, pas de mauvais esprit. Ta grand-mère est toujours de bonne humeur. Oh, ben, elle l'était pas tout à l'heure, en tout cas. Elle m'a envoyé dans ma chambre pour pouvoir se disputer tranquillement avec maman. Bien. Et quel était l'objet de ces disputes, le sais-tu? Oh, ça, je sais pas exactement. J'en venais de leur parler d'un type bizarre qui était arrivé tout à l'heure au Cheval Rouge. Jean Dupont. Tu es au courant? Tu vois? Dis-moi, Micheline, tu l'as vu, cet homme? Non. Non, mais Fumel m'en a parlé. Comment est-il? Il paraît que c'est un très vieux bonhomme aux cheveux blancs. Très vieux? Mais quand tu parles très vieux, mon âge? Mais non, papa. Non. D'après ce que m'a dit Fumel, il serait plutôt de la génération de grand-mère. Ah, il pourrait être... Je sais pas, moi, le père d'un de mes amis, par exemple. Ou un oncle de ta mère. Oui, à peu près. Ouais, je vois. Veux-tu boire quelque chose avant le dîner? Non, merci, papa. Je suis contente d'être avec toi. Seuls tous les deux. C'est pas la peine de boire. Oui, tu as raison. Dis-moi, ma chérie, lorsque tu es seule avec ta mère ou ta grand-mère, vous arrive-t-il de parler de moi? Non, papa. Enfin, pas souvent. Hein? Micheline, Oui, papa. es-tu heureuse? Mais Je sais, c'est une question idiote. Excuse-moi de te l'avoir posée. Non, papa. Non, ce n'est pas une question idiote. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je réfléchissais. Ce n'est pas une question idiote, mais ce n'est pas une question facile non plus. Attends. Papa, es-tu heureux? Bravo, ma chérie, excellente réponse. Ah non, je ne ris pas, papa. Je ne cherche pas une échappatoire. Pour savoir si je suis heureuse, j'ai besoin de ton avis, de ton opinion. Ne sentons-nous pas les mêmes choses? Je suis ta fille à toi. Je suis ton père, Micheline. Mais je suis un vieux bonhomme usé, fatigué, presque à bout de souffle. Tu es une jeune fille, toi, au seuil de ta vie de femme. Tu vas bientôt te marier, nous quitter. C'est pas la même chose. Tu n'as pas de passé, la vie est devant toi. Moi, Alors je suis heureuse, n'est-ce pas? C'est bien ça que tu veux dire? je dis que tu as des raisons d'être heureuse. C'est beaucoup, crois-moi. Oui. Oui, mon vieux bonhomme de papa. Usé et fatigué. Oui, docteur. Oh, à propos, quelqu'un est malade à Saint-Hilaire? Mais tu connais le petit Grégoire? Il a une grosse fièvre avec des symptômes qui ne me plaisent pas. Je crains une méningite. Oh, c'est grave. Ah, très. Soigné à temps avec des antibiotiques, on pouvait avoir de l'espoir, mais maintenant, après plusieurs jours... De toute façon, il est difficile de se prononcer sans une analyse du liquide céphalorachidien. On devrait faire une ponction lombaire. Il faudrait transporter l'enfant à l'hôpital, mais naturellement, ses parents ne veulent pas en entendre parler. L'idée même de voir une ambulance dans la cour de la ferme les affole. Mais alors, comment veux-tu le soigner? J'ai fait venir Nollet en consultation. Nous deux, nous trouverons peut-être le moyen de le sauver, j'espère. Papa, pourquoi soignes-tu toujours les paysans, surtout les paysans? Pourquoi as-tu laissé le docteur Nollet se charger des autres, des gens de la ville? Pourquoi? Ça s'est fait tout seul, au fil des années. Le docteur Nollet, qui est un excellent médecin, préfère s'attacher à une clientèle plus élégante. Et puis les jeunes, il n'a pas de fortune. Et tu sais aussi bien que moi combien les fermiers se font tirer l'oreille pour payer ce qu'ils doivent, quand ils en ont les moyens. Mon grand frère ne peut pas se permettre de faire 30 kilomètres pour aller voir un malade qui n'a pas un sous-vaillant. C'est beau, la médecine. Quand on la comprend comme tu le fais. Allons, fillette, allons. Pas d'attendrissement. Hein. Parlons d'autre chose. Tu sais, papa, nous nous sommes croisés tout à l'heure. Quand ça? Je t'ai pas vu. Ah si, vers 6 heures, je sortais du Cheval Rouge. J'étais avec Georges. Toi, tu y entrais.
Ça m'a beaucoup ennuyée. Oh, ne dis pas de bêtises, Micheline. Je n'y suis resté qu'un instant, il n'y avait personne. Tu n'y as pas vu Jean Dupont? Ah, ça y est. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de celui-là. Je te demande pardon. Non, ça n'a pas d'importance. Je crois que nous sommes tous obsédés par cet individu. J'aimerais bien savoir qui il est, moi. Ah, attends, je viens d'avoir le cœur net. Donnez-moi le 2,31, s'il vous plaît. Allô? Le cheval rouge? Oui, Monsieur Fumel, je vous prie pour le docteur de Fougeray. Alors, Fumel? Oui, comment allez-vous? Bien, merci. Dites-moi, il paraît que vous avez un client... Oui, c'est ce que j'ai appris. Mais qui est cet homme, le savez-vous? Ça ne veut rien dire, ça. N'importe qui peut se faire appeler Jean Dupont. Comment est-il? Un vieillard très voûté, qui marche péniblement en s'appuyant sur une canne? Oui? Et qu'a-t-il dit? Hein? Voulez-vous répéter, ça? Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ben non, je ne comprends pas du tout. Dites-moi, Fumel, si ce monsieur Dupont parlait encore de la famille, voulez-vous avoir la gentillesse de me donner un coup de téléphone pour me tenir au courant? Bon, merci d'avance. Ah, ça alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, papa, tu le connais? Comment? Non, je vois pas qui peut être. Pas du tout. Oh, bah, après tout, il ne s'intéresse peut-être pas à nous. Il a pu poser des questions par simple curiosité. Non, Micheline, non. Monsieur Jean Dupont s'intéresse à nous. De très près, même. Enfin, mais t'en fais pas, ma petite fille. Tout ça va s'éclaircir, tout ça s'arrangera. Nous n'avons pas à nous énerver. Il suffit d'attendre. Mais attendre quoi, Et papa? attendre que Jean Dupont se manifeste, qu'il vienne ici, qu'il nous dise ce qu'il veut, qu'il dévoile son jeu, qu'il démasque ses batteries. Oh, que de mystère. Mais qu'y a-t-il donc de caché entre grand-mère, maman et toi? Vous êtes inquiets tous les trois depuis qu'il est question de cet inconnu. Vous paraissez tous redouter quelque chose. Que se passe-t-il, papa? Ne veux-tu pas me le Mais dire? rien de grave, ma chérie, rassure-toi. Il existe toujours dans toutes les familles quelques petits souvenirs que l'on aimerait guère voir étalés au grand jour. Des secrets de jeunesse, en quelque sorte. Mais ne t'en fais pas, ma petite fille. Il ne peut rien arriver, il ne peut rien t'arriver. N'oublie pas, tu n'as pas de passé. La vie est devant toi. Papa, Oui, Micheline? j'ai peur, papa. Tais-toi. J'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Et je sais pourquoi. Vous êtes là tous les trois? Maman n'est pas encore descendue, grand-mère. Ah, si, la voilà. Je suis en retard. Il s'en est fallu de peu, ma fille. Madame est servie. Allons. Non, merci, pas de potage pour moi. Moi non plus, j'ai pas faim. Un tout petit peu seulement. Adolphe, j'ai prévenu ta femme que nous recevrons dimanche nos amis espaliens. Oh, que de visite, mon Dieu, que de visite. Pourquoi tu attends quelqu'un? Nous attendons quelqu'un, tous les trois. Que signifie cette phrase sibylline? Elle n'a rien de sibyllin, maman. Nous attendons tous la visite prochaine, très prochaine même, de... comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Jean Dupont. Oh, encore? Décidément, mon fils, c'est une obsession. Parce que vous ne pensez pas à lui, ni l'une ni l'autre. Je m'efforce de penser également à autre chose. Attention, Madame désire-t-elle l'aile ou la cuisse? l'aile. Et bon. De quoi parlions-nous? Ah oui, de la visite de Jean Dupont. Adolphe! Ça suffit maintenant.
D'ailleurs, rien ne prouve que cet individu ait l'intention de venir ici. Je suis au regret de te contredire, ma chère Paul, mais cet individu, comme tu dis bien légèrement sans même savoir de qui il s'agit en réalité, a précisément l'intention de venir ici. Tu parais bien sûr de ton fait. Et pour cause. J'ai téléphoné à Fumel. Je t'avais dit de n'en rien faire. J'ai téléphoné à Fumel pour lui demander des précisions sur l'homme en question. Il a affirmé son intention de venir nous voir très, très prochainement. Eh bien, nous verrons ce qu'il nous veut. Nous le verrons. Attendons. Bien, vous ne mangez pas? Je n'ai pas très faim. Tu sais que je n'ai jamais beaucoup d'appétit. Il est intéressant, ce Fumel. Il m'a raconté toutes sortes de choses. Si tu as à nous parler, Adolphe, fais-le, mais cesse ce petit jeu d'allusion et de sous-entendu. Alors, Ne vous inquiétez pas, maman. Ce ne sont que ragots et racontars. Cela ne saurait vous intéresser, n'est-ce pas? puisque ce Jean Dupont s'intéresse à nous, je ne vois pas pour quelle raison je ne m'intéresserai pas à lui. Que t'a dit encore l'aubergiste? Non. Et Monsieur Dupont est âgé. Très âgé, même. En fait, il pourrait être, je ne sais pas moi, le père de Paul, par exemple. Adolphe! Voilà. Mais je disais ça pour fixer les idées, ma chère, c'est tout. Quoi encore? Il a dit qu'il viendrait nous voir et que ce serait une surprise pour toute la famille. Une grosse surprise. Pour toute la famille? Pour toute la famille. Un homme âgé? Ce pourrait être, par exemple, le père d'un de tes anciens camarades d'internat, Adolphe. Je dis ça pour fixer les idées, mon cher. C'est tout. Paul! Adolphe! Ça suffit. D'ailleurs, nous poursuivrons cette conversation après le dîner. Micheline n'a pas besoin d'y assister. Enfin, grand-mère, je peux... Ah, encore une chose. Jean Dupont a confié à Fumel qu'il était uni à la famille de Fougeray par les liens du sang. Maman! Grand-mère. Oh, Mère. Ce n'est rien. Un faux mouvement. Je te prie de ne plus parler de cet individu, Adolphe. Quand il viendra ici, si il vient, et il sera temps de nous intéresser à lui, à ses révélations, s'il en a vraiment à faire. Grand-mère, j'aimerais au contraire que vous parliez encore de cet homme. Vous avez peur tous les trois. Vous semblez craindre je ne sais quelle réapparition. Vous parlez de révélation, grand-mère, mais vous ne voulez pas aborder le sujet devant moi. Pourquoi? Qu'y a-t-il de secret, de caché, de honteux? Je ne suis pas une enfant, j'ai le droit de savoir. Non. Vous dites- Non, Micheline. Vous dites non, grand-mère. Mais vous êtes terrorisée à l'idée de ce que cet homme pourrait raconter. Si un secret doit être révélé, un secret qui concerne la famille, si un scandale doit éclater, croyez-vous vraiment que je ne devrais pas être au courant? Pensez-vous préférable que ce soit la rumeur publique qui me fasse connaître ce que mes parents, ce que ma grand-mère n'ont pas osé m'avouer? Ne suis-je pas des vôtres? C'est Micheline. C'est pour cela que je veux t'épargner le plus longtemps possible. Tu n'es encore qu'une petite fille. Une petite fille de 22 ans, une petite fille en âge de supporter avec vous le poids de tout ce que vous supportez. Micheline. Adolphe, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler, toi, moins qu'un autre. Toi, un médecin qui a eu peur de soigner un malade cet après-midi. Je n'ai pas eu peur, maman. Je n'ai pas osé. C'est la même chose. Ah non, c'est très différent. Je n'ai pas osé et j'en ai eu honte. Oui, Micheline, quand je suis entré au Cheval Rouge ce soir, je t'ai vu t'en éloigner avec Georges. J'ai fait semblant de ne pas te voir car j'allais cacher ma honte. Écoute, Micheline, écoute-moi bien. Je n'ai pas osé le soigner, le petit Grégoire. Je t'ai menti tout à l'heure, ma chérie. N'ai pas appelé le docteur Nollet en consultation. Tais-toi, papa. Non, Micheline, il faut que tu saches. Non, papa. Je sais. J'ai compris. Je t'en supplie, tais-toi. Tu ne m'as rien appris, tu sais. Je devinais tout ça. Mais papa, Oui, mon petit. je t'aime, papa. Micheline, ma chérie. Le médecin déchu se confesse à sa fille. Quel tableau touchant, attendrissant, vraiment. Ah, tes sarcasmes indiffèrent, Paul. Mais naturellement, tu es au-dessus de cela. Tu blanchis ta conscience en avance que tout le monde sait. Mais mon pauvre ami, tu es la risée de la ville. On hésite à t'appeler, même pour un simple rhume. Je ne voudrais pas de toi pour examiner mon chien s'il était malade.
Alors crois-tu sincèrement que tu nous as appris quelque chose? Mais tu as oublié un détail dans ta confession publique, docteur de Fougeray. Un petit détail, monsieur l'interne en chirurgie. Les liens du sang, a dit Jean Dupont. C'était peut-être pas celui qui coule dans mes veines. C'est peut-être celui que tu as sur les mains. Paul! Eh bien quoi, Paul? Pourquoi devrais-je toujours me taire? Votre fils m'arrache les larmes des yeux. Je suis un mauvais médecin, et je l'avoue. Comme ça, je suis pardonné. Vous devez me pardonner. Mieux, je suis un martyr. Allons, laissez-moi rire. Pourquoi es-tu devenu ce que tu es? Pourquoi es-tu tombé si bas, hein? Oseras-tu l'avouer à ta fille, monsieur le grand chirurgien Adolphe de Fougeray? Écoute bien ceci, Micheline. Le 17 février 1934, à l'hôpital de la Pitié... Adolphe! J'exige que tu te taises immédiatement. Vous préférez que Jean Dupont en parle? Vous êtes inconsciente, ma fille. Vous ne savez pas qui est Jean Dupont. Je l'ignore encore, tout comme vous, mais je sais qui il est peut-être. Ton père? Tais-toi, assassin! Ton père le forçat? Assassin, assassin, assassin! Ma bru! Vous êtes malade. Adolphe, donne-lui un calmant. Fais une piqûre à ta femme. Une piqûre, votre fils? Il se tromperait de dose. Je ne veux pas mourir. Maman, je t'en conjure, calme-toi. Me calmer, me taire, mais je ne fais que cela depuis 30 ans. Entre ces deux fous, je suis cloîtré, enfermé, séquestré. Un mari abruti par l'alcool, incapable de travailler, de vivre décemment. Une belle-mère haineuse, despotique, autocrate. Voilà tout mon univers. Non, maman, Paul n'a besoin d'aucun calmant. Elle est étonnamment maîtresse de ses nerfs en ce moment. Elle se contente de dire ce qu'elle pense, d'exhaler sa haine, sa rancœur, son mépris. J'ai raison, n'est-ce pas, Paul? Il y a des années que tu as envie de dire tout ça. Tu n'as jamais osé. Comment se fait-il que tu en trouves le courage tout d'un coup ce soir? Tu ne veux pas le dire? Je le sais pourtant. Tu as peur. Peur, moi? Tu es fou. Oui, peur. Tu crèves de fausse. Tu es terrorisé. N'oublie pas, Paul, un vieux monsieur, un très vieux monsieur qui marche difficilement, lourdement appuyé sur une canne, les traits marqués. Il viendra nous voir et ce sera une surprise, une grosse surprise pour nous tous. Les liens du sang le rattachent à nous. Les liens du sang, Paul, les liens du sang. Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a longtemps qu'il est mort. Tu en es sûr? Il n'y a pas de preuve, évidemment, mais enfin... Mais enfin? Mais enfin, s'il n'était pas mort, nous le saurions. Oh, j'aimerais en être aussi sûr que toi. Toutes les enquêtes que j'ai faites. Allons, Paul, tu n'as pas fait d'enquête, tu le sais bien. Si j'ai écrit. Une fois, en 1944, après la libération. Lorsque quelqu'un nous a dit que la plupart des anciens forçats libérés, au moment où le bagne avait été supprimé, étaient demeurés à la Guyane. Ta lettre n'a jamais reçu de réponse. Et tu en as conclu que ton père était mort. Mais tu n'en as jamais eu la preuve. Tu t'es contenté de le souhaiter. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Il a peut-être fini par apprendre que sa fille unique avait fait un bon mariage. Ah non, 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 ne proteste pas. Tu as fait un bon mariage. Je ne parle pas de moi naturellement, mais de la famille que tu as épousée. Les deux Fougeray sont honorablement connus depuis 2 siècles, comme dirait ma mère. Et même si leur fortune n'est plus ce qu'elle a été, elle est encore solidement assise. Des terres, des terres, des terres. C'est tentant pour un ancien bagnard, pour un assassin condamné à mort et déporté à Cayenne. Tu es heureux, hein? Tu essayes de me faire peur avec le spectre de mon père. Tu exhibes ta famille, ton nom. Mais ça ne prend pas, Adolphe. Mon père est mort, le passé a disparu. Et ta famille de dégénérés est pourrie jusqu'à la moelle. Tarés, vous êtes tous tarés, ta mère, toi. Et tu te venges en m'avilissant aux yeux de notre fille, en essayant de me détruire. Oui, oui, Micheline, c'est vrai. Mon père, ton grand-père, était un assassin. Oui, c'est vrai. Il a été condamné à mort pour le plus ignoble des forfaits. Mais il a payé, lui. Pas comme ton père. Taisez-vous! Je vous interdis de prononcer une parole de plus. Pourquoi, grand-mère? Si ma mère croit devoir me dire quelque chose, elle en a le droit. Qu'elle le fasse. Mais alors que ce soit maintenant, sans attendre, sans nouvelles allusions, sans perfidie. Le 17 février 1934, à l'hôpital de la Pitié. Non, pas toi. Tu t'arrangeras encore pour te donner le beau rôle, je te connais bien. Ton père a tué un homme, Micheline. Il était interne en chirurgie. Un de ses camarades devait être opéré. Une opération simple, sans histoire. De la routine, comme il y en a tous les jours. Nous avons décidé que l'opération aurait lieu un soir où j'étais de garde. Un de nos camarades avait apporté à boire de l'alcool, beaucoup d'alcool. Nous avons bu. Je n'en avais pas l'habitude à cette époque. Au moment de monter en salle d'opération, celui que je devais opérer
m'a regardé bien en face dans les yeux. Il m'a dit « Tu es ivre de Fougeray. Tu m'opères quand même ?» J'ai ri. J'ai opéré. J'ai fait une erreur. Il est mort. Parce que tu étais ivre. Parce que j'étais ivre, oui. C'est à cause de ça que tu as abandonné la chirurgie, papa? Oui. Et c'est aussi à cause de ça que je me suis mis à boire. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Quelque temps après sa mort, le père de mon camarade m'a écrit pour me dire que ma vie durant, je paierais ce crime. Qu'il y veillerait personnellement. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. C'est peut-être Jean Dupont. Ai-je bien tout dit, Paul? Me suis-je donné le bon rôle? Tu essayes de te faire plaindre par notre fille, tu seras toujours égal à toi-même. Non, Paul. Tes insinuations, ta méchanceté ne te conduiront nulle part. J'ai payé. Depuis longtemps. Largement. Crois-tu? Il y a des choses qu'on ne finit jamais de payer. Il y a des choses que l'on ne finit jamais de payer. Comme c'est joliment dit. Tu lis trop, ma chère femme. De la mauvaise littérature. Mon Dieu. Toute cette boue étalée comme cela. Qui est cet homme qui nous a menés là? Qui est-il? Qui osera-t-il se montrer? Au point où nous en sommes, maman, je ne crois pas que ce soit très important de savoir si nous le verrons ou si nous ne le verrons pas. S'il vient ici ou s'il disparaît, si nous devons connaître son visage ou non. Le mal est fait. Nous avons étalé tout cela devant Micheline et j'aurais tellement voulu préserver. Pardonne-nous, Micheline. C'est affreux, tout ce que vous venez de m'apprendre. Si jamais Georges l'apprenait, Maître Candé n'accepterait plus que nous nous marions. Micheline. Mais Micheline ne compte pas. Que se passerait-il si cet homme, quel qu'il soit, parlait? S'il parlait en ville, au cheval rouge, que dirait-on des Fougeray si... Ah non, non, vous n'avez pas encore compris? Il faut encore que vous nous parliez de l'honneur de votre famille. Mais qui êtes-vous donc pour nous mépriser tous comme vous le faites? Vous avez peur, hein? Encore peur, toujours peur, hein? La honte, le scandale. Mais j'y pense soudain. Vous avez aussi peur que nous. Plus peut-être. Est-ce seulement pour l'honneur de la famille? Mère, qui est Jean Dupont? Je ne vous comprends pas. Oh si, regardez-vous. Vous êtes livide, vous tremblez. Nous avons tout avoué à Micheline, Adolphe et moi. Mais vous n'avez rien dit. Qui est Jean Dupont, mère? Vous êtes folle, ma Bru. Pourquoi seriez-vous la seule à ne rien avoir sur la conscience? Vous n'avez rien à vous reprocher, dites-vous? À voir? Vous, la douairière, la gardienne des traditions? Que cachez-vous derrière votre masque d'austérité? N'êtes-vous pas une femme, un être humain comme nous? Avez-vous toujours été parfaite? Paul, qu'est-ce qui te prend? Mais regarde-la, Adolphe. Regarde ta mère. Elle pâlit, elle se trouble. Elle a peur. Une peur sale, ignoble. La peur d'une femme qui ment sans arrêt. Qui ment depuis des années. Allons, mère, parlez. Qui est-il, ce Jean Dupont? Vous n'avez pas le droit. Ah, vous ne voulez pas parler? Alors c'est moi qui vais le dire à votre fils. À votre petite fille. Car j'ai compris, moi. Je l'ai deviné, votre secret. C'était autrefois, il y a bien longtemps. Quand vous étiez belle, jeune, adulée. Le vieux monsieur de Fougeray était riche, très riche, mais aussi très vieux, très laid. Jean Dupont, la voix du sang. Non. Ah, j'ai deviné, n'est-ce pas? Jean Dupont, c'est... Non, c'est pas sûr. Ah, évidemment, ce n'est pas sûr. Non. Nous ne savons pas s'il est mon père, celui de l'homme qu'Adolphe a tué, ou votre amant d'autrefois, le vrai père de votre fils. Tais-toi maintenant, Paul. C'est vrai, n'est-ce pas, maman? Cet homme est peut-être mon père, mon vrai père. Ainsi, pendant toutes ces années, ma vie, notre vie a reposé sur le mensonge. Vous m'avez obligé à venir crever d'ennui, de tristesse dans cette ville perdue, au nom de l'honneur d'une famille à laquelle je n'appartiens pas, qui ne m'est rien. Vous m'avez empêché de mener une existence normale, d'avoir un foyer,
Vous m'avez imposé le vôtre, ce simulacre de foyer, cette vie étroite, rigide, où tout est pesé, calculé, réfléchi. Vous avez caché ma vie par orgueil, pour sauvegarder les principes que vous aviez vous-même transgressés. Vous m'avez enterré, vous avez fait de moi un débris, une épave, pour ne pas avouer votre faute. Et votre conscience n'a rien dit. Votre fameuse conscience dont vous m'avez tant rebattu les oreilles. La conscience des deux Fougeray. Alors, tu me fais mal. Lâche-moi. Toute ma vie gâchée par votre faute. Et pourquoi? Pour rien. Pour l'honneur des deux Fougeray. Lâche-moi, Adolphe. Lâche-moi. Les deux Fougeray, je les hais. Les deux Fougeray, je voudrais tous les tuer. Mon Dieu! C'est monsieur Jean Dupont. À qui veut-il parler? Ah, il ne l'a pas dit.